Bienvenue dans la colle. Vous êtes curieux ? Vous avez soif de comprendre le monde qui vous entoure ? Alors, vous êtes au bon endroit. Si comme moi, vous pensez qu'on n'a jamais fini d'apprendre, la colle est faite pour vous. Sans se prendre au sérieux, je vous propose à chaque épisode de partir ensemble à la découverte de nouveaux horizons, d'idées et de profils inspirants. Je suis Pierre Barrault, j'ai créé, édité, produit ce podcast. Je suis également directeur général du campus Orléans de l'ISC Paris, école de management, membre de la conférence des grandes écoles. Mon mantra ? Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Je suis preneur de tous vos commentaires, suggestions, remarques. Ils sont tous les bienvenus. Pour me contacter, pierre@lacolle.fr. Et si vous aimez la colle, partagez-la avec tous vos amis. Diffusons le savoir. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Chers amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de La Colle. Aujourd'hui, on va parler avec un expert en création d'entreprise, en entrepreneuriat social. Ses domaines de recherche sont l'innovation sociale, l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat culturel. Il est passé par Columbia. Il a été même, je me demande si t'as pas été chercheur associé à Harvard aussi ? Oui. Ben voilà. Donc bonjour Julien. Bonjour Pierre. Non, c'est un vrai plaisir que de t'avoir. Alors, et il y a un disclaimer à faire, c'est que aujourd'hui tu enseignes à l'ISC Paris. Donc voilà, ça c'est dit, c'est fait. En fait, on s'est calé. Je t'ai dit, je t'ai contacté via LinkedIn alors que je savais pas que tu allais devenir enseignant à l'ISC Paris. Hein, donc voilà, le truc était vraiment calé avant. Pourquoi ? Parce que j'avais vu passer quelque chose sur un bouquin que tu as écrit qui s'appelle Je ne dors pas à la maison, histoire de jeunes sans domicile à Paris et à New York. Et je me suis dit tiens, là il y a un sujet, il y a des choses intéressantes sur l'inclusion, sur l'entrepreneuriat social et voilà la genèse de ce podcast aujourd'hui. Mais bon, l'intro est un peu longue, j'en conviens. Est-ce que plutôt que ce soit moi qui raconte, est-ce que Julien, en quelques mots, tu veux bien essayer de te présenter ? Ok, oui, bien sûr. Déjà, grand merci pour l'invitation. Oui, donc moi j'ai commencé, alors j'ai un parcours un petit peu original, alors je précise original et pas atypique. C'est une notion qui m'agace un petit peu parce qu'atypique, c'est parfois péjoratif ou ça peut être pris de manière péjorative. Donc du coup, je considère que j'ai un parcours plutôt original. Donc j'ai commencé moi ma carrière en tant qu'éducateur. Donc j'ai travaillé avec des jeunes délinquants, des enfants et des adolescents qui étaient placés dans le dispositif de protection de l'enfance, donc qui étaient victimes de violences et de négligence. Qu'est-ce qui t'avait... Excuse-moi, je te coupe, mais bien sûr. Tu vois, ça a duré longtemps, hein, je te dis. Qu'est-ce qui t'avait amené à ça ? Parce que c'est pas, je sais pas, c'est pas, je vais dire ça, chemin atypique. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Non, mais il y a un vrai quelque chose derrière. Oui, parce que moi je pense que j'ai eu la fibre sociale relativement tôt. Moi j'aime, toutes les questions autour de l'engagement, ça m'intéresse. Et puis du coup, je voulais vraiment commencer à être dans le concret, et un petit peu dans le dur. Et donc du coup, je trouvais que c'était un public qui me parlait. Et puis donc j'ai exercé auprès de ce type de public plusieurs années. Et ça m'a beaucoup plu. Et c'était pas trop dur. C'est des métiers difficiles, hein. Humainement, c'est hyper dur. Ouais, c'est difficile, c'est violent. Ouais. Mais en même temps, j'en garde un très bon souvenir. Donc c'est un peu tout ça qui est un peu mélangé. Donc il y a plein de paradoxes aussi là-dedans. Mais j'en garde au global, oui, c'est vrai que deux choses, de très très bons souvenirs en tout cas avec les enfants, avec les équipes que j'ai avec lesquelles j'ai travaillé. Et en même temps, c'est vrai que c'est la dureté, c'est violent. Puis tu disais, t'étais sur les placements
placement social. Là où j'ai travaillé le plus, c'était en foyer. Donc c'était avec des enfants et des adolescents qui ont été placés parce que victimes de négligence, de maltraitance, d'abandon, et ce qu'on appelait ce qui est devenu à l'époque, ce qui devient maintenant, ce qu'on appelait un peu les mineurs isolés. Donc aussi les enfants qui ont quitté, pour certains des pays en guerre. Ouais, faut avoir le cœur bien accroché quand même, hein, quand tu rentres le soir, c'est pas si facile que ça, quoi. Ouais, c'était assez, mais c'était. Je veux pas mélangé, mettre des violons et tout le tralala. Mais c'était assez mélangé parce que c'est vrai que c'est difficile, mais en même temps, c'est vrai que t'es pris dans un quotidien qui te fait parfois oublier leurs difficultés, et en même temps, t'as du plaisir à être au quotidien avec les enfants et puis avec les éducateurs, et mais après c'est vrai, hein, c'est ce que moi pour rebondir là-dessus, donc j'ai fait une formation d'éducateur spécialisé au démarrage, et c'est ce qu'on recommandait, hein, c'est ce que tout le monde recommande quand on est dans l'éducation spécialisée, c'est de rester 3-4 ans ou 2-3-4 ans maximum dans une structure. Et ça, moi à titre personnel, en tout cas moi j'étais vraiment dans ce timing là, quoi. C'est-à-dire que 2-3-4 ans, ça me parle en fait, en se disant tiens, il faut basculer sur autre chose, voir d'autres choses. Donc voilà. Et donc tu vas basculer vers autre chose. Et donc j'ai basculé autre chose parce que du coup moi ce qui m'a beaucoup plu, c'était justement ce quotidien-là, et ce qui m'a pesé à la fin, c'est aussi ce quotidien-là. Moi j'aimais beaucoup justement passer du temps avec les enfants, l'animation, l'éducation, tout ça, ça me plaisait, et en même temps j'avais un peu de frustration dans le sens où j'avais envie vraiment d'apprendre. C'est vraiment une expérience qui m'a donné vraiment envie d'apprendre. Et donc du coup j'ai basculé, donc j'ai poursuivi mes études, j'ai basculé dans la recherche, et c'est là où il y a eu un vrai déclencheur, c'est que je me suis aperçu que j'adorais écrire. D'accord. J'aime plus écrire que lire, hein, d'ailleurs, parce que lire parfois ça m'ennuie, l'écriture je m'ennuie jamais. Et donc du coup là c'est là où j'ai commencé en fait une carrière de chercheur. Donc j'ai fait un doctorat en sociologie, et toujours intéressé par ces questions autour de l'enfance. Donc j'ai fait un sujet sur les jeunes sans domicile, avec le point de départ en fait de ce sujet-là, c'était la question jeunesse sans domicile m'intéressait, mais ce qui m'intéressait aussi, mais beaucoup, c'était de me dire, mais tiens, les enfants, les adolescents que j'ai rencontrés quand j'étais éducateur, mais qu'est-ce qu'ils deviennent ? Parce que finalement, on est sur un temps qui est ultra resserré. On est sur des gamins qui peuvent rester 3-4 ans, peut-être plus dans la même structure, ou parfois tant mieux pour eux, ils retournent chez eux. Donc du coup, on n'a plus de nouvelles. Et puis moi, j'estime qu'on n'a pas à en demander. Ça fait plus partie de notre travail entre guillemets. Donc ça fait partie aussi d'un peu de la dureté de la chose aussi. Alors je me suis dit, tiens, on travaille avec des enfants au quotidien qui ont un passé compliqué, parfois un présent qui est très compliqué aussi, un futur qui peut être amené à être compliqué aussi. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Alors je me suis dit, tiens, on va prendre le problème à l'envers. Et puis aussi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont retenu, ou comment ils ont vécu leur situation du placement à l'aide sociale à l'enfance. Et je me suis dit, tiens, finalement, ce qui pourrait être intéressant, c'est, je savais qu'en fait, il y avait beaucoup de jeunes sans domicile qui étaient passés par l'aide sociale à l'enfance. En général, on dit que c'est autour de 30 à 40%. Ah oui. Et je me suis dit, tiens, je serais curieux de savoir, en fait, en les rencontrant, de me dire, tiens, qu'est-ce qu'ils en retirent comme expérience? Est-ce que, pas plaire, parce que c'est pas forcément ça l'idée, mais est-ce qu'ils trouvent est-ce que le dispositif leur a appris des choses? Est-ce que les éducateurs leur ont appris des choses? Quels souvenirs, en fait, tout simplement, ils en ont? Et c'est de là, en fait, c'est un sujet un peu dérobé, et que je suis parti sur cette thématique aussi qui m'intéressait, des jeunes sans domicile. Ok. Donc là, t'es à l'EHESS, c'est ça? Ouais, j'étais en codirection parce que j'ai fait, ça c'est important de le préciser, parce que j'ai fait un sujet entre la France et les États-Unis, et pourquoi? l'idée d'où ça vient? De quoi, la comparaison? Non, oui, à quel moment il y a eu une connexion entre toi et les États-Unis, entre le HESS et Columbia, etc. Comment ça se fait? Alors du coup, moi j'ai quand même des rencontres, hein, ça c'est important de le dire, parce que justement plus je prends de recul avec l'expérience que j'ai vécue, plus il y a des expériences qui sont parfois un peu négatives, hein, dans le domaine de la recherche, et puis aussi à l'université, moi, j'ai eu la chance, là, je peux le dire, en tout cas au démarrage,
d'avoir rencontré deux professeurs. Au démarrage, j'étais à la Sorbonne, en fait. Après les DUXP, je suis parti à la Sorbonne, et à la Sorbonne, j'ai deux profs qui m'ont dit, je te conseille de partir à l'EHESS. Et moi, je connaissais pas l'EHESS. Ils m'ont dit, avec ton profil, c'est sûr qu'il faut que tu devrais postuler. Et donc, du coup, c'est deux profs, une qui était en sociaux et une qui était en anthropo. Et c'était ma prof d'anthropo qui m'avait dit, tiens, je t'encourage vivement à postuler. Ma prof de sociaux m'a suivi les recommandations de la prof d'anthropo, et c'est là où j'ai basculé à l'EHESS. Et l'EHESS, je voulais profiter de ma thèse, parce que je me suis dit, tiens, c'est peut-être un grand espace de liberté que je vais avoir, parce que finalement la thèse c'est hyper souple. À l'EHESS c'était peut-être encore plus souple qu'ailleurs, parce que j'avais pas de cours obligatoires. Je me suis dit, tiens, je vais en profiter de ces 3-4 ans pour aller voyager, et en même temps, dans la même dynamique, je me suis dit, tiens, je vais en profiter, parce que moi, j'avais pas forcément l'intention de partir dans le public, même dans l'enseignement. C'était pas forcément ça qui me plaisait au démarrage. Je me suis dit, tiens, on va partir aux États-Unis. Aussi, l'histoire de mettre 2-3 lignes sur le CV qui pourraient déboucher à des choses un peu sympas par la suite. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis parti, en fait, à Columbia. C'est parce qu'en fait, ma directrice de recherche, je lui avais demandé, tiens, moi, je voudrais partir aux États-Unis, de préférence à New York. Alors là, c'était vraiment la fascination pour New York. Je sais pas pourquoi. Enfin, si on veut savoir pourquoi. Tout ça, voilà, exactement. Et c'est là où je me suis dit, tiens, est-ce que tu as des contacts? Est-ce qu'on pourrait pas faire une co-direction avec une université? Et puis là, elle a commencé donc c'était ma directrice de thèse, qui est devenue une amie, qui s'appelle Maryse Marsat, qui m'avait dit, tiens, voilà, je te donne la liste des contacts que j'ai aux États-Unis, puis tu choisis qui tu veux. Sympa. C'est cool. Et t'as ouvert son carnet d'adresses. Ouvert son carnet d'adresses, et quand on s'aperçoit que dans le monde de la recherche, c'est pas forcément aussi simple que ça. Donc là j'avais donc là c'était très, très chouette comme relation, et donc du coup j'ai dit, tiens, moi je voulais regarder à New York, et puis il y avait qui est devenu mon deuxième co-directeur de thèse, donc Kim Hopper, qui était prof à Columbia, et qui est l'un des experts les plus connus aux États-Unis sur la question sans domicile. Et puis c'est de là où est partie la comparaison, et puis c'est là où je suis parti plutôt 3-4 ans aux États-Unis. Et puis là-bas, j'ai postulé à différents financements. J'ai eu la bourse Fulbright, qui est une bourse plutôt reconnue dans le monde de la recherche, une bourse internationale. D'accord. Et c'est là où j'ai été chercheur à Columbia, et j'ai postulé à Harvard, et j'ai fini ma thèse en fait à Harvard en tant que chercheur. Alors, on est quand même, tu vois, je veux bien que tu sois humble, mais c'est quand même top la classe. Je sais pas, mais en tout cas, j'étais... Si, Columbia, Harvard, puis derrière tu viens... Alors, je sais pas si tu as passé un PhD à l'Institut, via l'Institut Polytechnique. C'est en cours, c'est-à-dire que je soutiens normalement cette année. En fait, j'ai déjà mon doctorat en sociaux, mais alors ça, c'est une contrainte que j'ai eue. Alors là, on va rentrer dans les succursales des recrutements des écoles de commerce, où finalement le doctorat en sciences de gestion et publicité, plus que publicité, ça je crois que j'ai pu comprendre, c'est plus ou moins une norme. Et avant que je rentre à l'ISC, j'avais eu quelques entretiens avec différentes écoles, et j'ai eu les coulisses d'un des jurys où en fait tout le monde me voulait. Le directeur de recherche a fermé la porte en disant oui, c'est bien, mais Julien, il a pas un doctorat en sciences de gestion. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, on va rigoler un peu, on va faire un doctorat. Du coup, je faisais une thèse sur travaux. Le mec, j'ai rien à faire, tiens, je vais faire un doctorat, ça va être rigolo. Et donc du coup, là, je fais une thèse sur travaux, et on espère que je vais soutenir en juin de cette année. Ok, d'accord. Alors pour ceux qui n'évoluent pas dans ces sphères-là, ça veut dire quoi faire une thèse? Faire une thèse, je veux dire, contre-pied, ça veut dire s'amuser. Moi, j'ai jamais compris en fait C'est pas ce que tout le monde dit, hein. C'est pour ça que je veux vraiment prendre ce contre-pied-là, parce que je trouve que pour moi, c'était, si j'en fais une deuxième, c'est que moi je trouve ça plutôt rigolo. Moi, je trouve qu'on a un vrai espace de liberté. On choisit un sujet qu'on a envie d'approfondir. D'accord. On choisit aussi parfois le terrain qu'on a envie de faire. On choisit aussi les personnes, et ça a été mon cas, et ça c'est vraiment important dans les deux cas, de choisir le directeur ou la directrice de recherche avec laquelle tu travailles. Et je trouve que c'est une relation privilégiée, je précise, quand elle se passe bien. L'expérience d'avant me disait, donc là j'ai eu la chance dans les deux cas. Là j'étais avec Maryse Marsat, et là pour la deuxième thèse je suis avec Olivier Fournoux, et ça se passe très très bien aussi. Et donc je trouve qu'il y a donc un sujet qu'on peut approfondir, donc ça c'est vachement chouette. Là on peut mettre, comme tu disais, on discutait avant de commencer sur la question de la curiosité. Moi j'estime aussi que je suis un peu curieux, et donc du coup on peut être complètement curieux, choisir les approches qu'on veut, aller dans le sens qu'on veut. Enfin je trouve que c'est moi j'ai jamais eu
Je trouve que le doctorat, moi je vois ça vraiment comme un espace de liberté complet, et puis avec la chance quand même de travailler avec les personnes avec qui tu veux en fait. Oui. Et quand ça se passe bien, on est dans une relation qui est privilégiée et qui est très agréable parce que c'est une relation d'échange, de partage et intellectuellement et on apprend, hyper stimulante. Exactement. Parce que a priori, les directeurs de thèse sont des gens qui ont des vraies zones d'expertise pointues, mais aussi qui sont ouverts justement à la recherche et à ce processus de recherche et de création de nouveaux savoirs. Donc ça donne, à mon avis, ça doit donner des échanges, si ce n'est brillant, en tout cas intéressant. Ouais, intéressant. Et puis en plus on est sur puis moi j'ai eu de la chance aussi d'avoir des directeurs qui avaient des parcours très originaux eux-mêmes. Et c'est pour ça aussi un peu que je les ai choisis, parce que du coup je me suis dit tiens, on va se comprendre, on va éviter les éventuels conflits parce que d'incompréhension, parce que histoires différentes. Là pour anecdote, Maryse Marsat, donc c'est une agrégée de mathématiques qui est passée par l'ENSA. Complètement improbable, agrégée normalienne en mathématiques, diplômée de l'ENSAE, donc l'école de statistique, qui est une haute fonctionnaire à l'INSEE, qui a fait un doctorat de sociologie sur les jeunes sans domicile et qui a une HDR sur l'art. HDR, habilité à diriger de la recherche. Donc c'est le diplôme d'après. Ouais. Donc là on voit le profil complètement improbable et que j'adore. Et donc un directeur atypique. Et là, mon directeur de thèse à l'heure actuelle, que je trouve aussi génial, là on est sur un parcours aussi complètement surréaliste, et ça c'est chouette parce que du coup on peut échanger de plein de choses et c'est ça qui est très riche. Donc c'est un diplômé d'HEC grande école, qui a bifurqué donc qui est parti dans le business mais bien dur, et qui a bifurqué sur un doctorat en communication, qui écrit maintenant des pièces de théâtre, qui s'intéresse complètement à l'art. Incroyable. Et qui a passé aussi une HDR sur les théories du leadership. Donc on est aussi, c'est un artiste, c'est un écrivain, ayant un gros profil business, puisqu'il a créé aussi du business qui a très bien fonctionné. Donc là on est sur deux profils complètement improbables et qui du coup que je trouve ça très rigolo parce qu'on peut discuter de plein de choses, parce qu'ils sont ouverts de par leur profil à plein de choses différentes. Donc c'est voilà. Donc t'es docteur en sociologie. Oui. Ok. Tu vas devenir docteur en gestion. Bon, très bien. Oui. Au-delà du fait que effectivement pour enseigner dans des écoles de commerce c'est mieux, et puis c'est mieux de publier ses recherches en gestion. Ok, donc ça c'est plus un truc de cuisine interne. Qu'est-ce qui mais qui est importante, hein. Ah non, mais parce que dans mon cas, tu vois. Parce que c'est du formatage, hein. C'est-à-dire que moi ça, je trouve ça rigolo, machin. Mais c'est vrai que quand on passe l'entretien d'embauche dans les écoles de commerce, que vous apprenez, vous n'avez pas le bon doctorat, mais en même temps, moi je publie en sciences de gestion, qu'on vous coche toujours la case, vous êtes sociologue, vous n'êtes pas gestionnaire. Je dis oui, mais je ne fais que publier en sciences de gestion depuis une dizaine d'années. Ce type de discours, c'est fatigant. Ouais, donc on rentre dans leur logique. À la limite, moi, ça m'a pas dérangé parce que cette thèse-là, j'ai vu très très bien et je me fais plaisir. Avec mon directeur de thèse, ça se très bien. Mais ce formatage-là est quand même assez fatigant, et surtout que quand on voit que les connexions entre la sociologie et les sciences de gestion sont nettement plus fortes que ce qui n'y paraît. C'est comme si on faisait le même métier, mais que parce qu'il y a une règle qui sort un petit peu pas de nulle part, mais qui est imposée à nous, mais qui fait pas forcément sens, que c'est un peu ennuyant. Pourquoi justement et là on vient plus sur tes sujets, pourquoi ces sujets autour de la gestion, de l'économie et de l'entrepreneuriat, pourquoi il y a eu cette appétence chez toi? Qu'est-ce que tu trouvais d'intéressant dans l'entrepreneuriat? Alors ce qui est important, alors faut que je dise parce que c'est assez rigolo, on va raconter une autre anecdote rigolote, c'est qu'à la sortie donc motorats sociaux, donc moi je voulais pas enseigner au départ, je me suis dit enseignement ça va être ennuyeux, donc je me suis dit tiens je vais partir en privé pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Et en fait, j'ai postulé un job qui cherchait un docteur en économie. Je me suis dit, ça, je m'en fous, hein, j'ai un docteur en sociaux, on va voir si c'est pareil, ça passe. Ça passe, c'est passé. Et en fait, j'ai travaillé dans une entreprise de portage salarial, et j'ai créé un laboratoire, en fait, où j'étais le directeur de laboratoire de recherche sur l'entrepreneuriat. Donc, en fait, je suis passé des jeunes sans domicile à l'entrepreneuriat. Ça a plutôt glissé parce que je trouvais que, ce qui me plaît moi dans l'entrepreneuriat, c'est toujours cet espace un petit peu de créativité, et puis un peu comme la thèse aussi. Alors pour préciser pourquoi la thèse ça me plaît, c'est qu'on
on met en action un projet qui nous anime en fait. Ouais. Et dans les deux cas, moi je trouve beaucoup de parallèles entre le positionnement du chercheur et de l'entrepreneur, parce que pour moi il y a beaucoup de choses quand même qui sont relativement similaires. Et donc du coup l'entrepreneuriat, moi je trouve que c'est ça qui me plaît. Et moi je précise, au-delà, moi je suis plus un expert en entrepreneuriat social et en innovation sociale que l'entrepreneuriat au sens pur et dur, parce que c'est vrai que moi j'ai plus d'affinité avec l'entrepreneuriat social. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que qu'il y ait quand même une valeur qui soit véhiculée. On va revenir dessus. Donc, on va revenir dessus. D'accord. Justement, je ne dors pas à la maison, qui est finalement c'est aussi le sujet de ta thèse finalement. C'est quoi les conclusions, ou en tout cas déjà raconte-nous l'aventure de ça, parce que je pense qu'il doit y avoir là aussi un peu de vécu derrière, c'est tout l'intérêt aussi. Comment ça s'est passé? C'est quoi les conclusions que tu sors de tout ça? D'accord. Donc du coup, j'ai fait ma thèse en 4 ans plutôt. Et donc c'est une comparaison, ça c'est important, parce que du coup, j'ai fait pas mal d'allers-retours entre la France et les États-Unis. Ouais. Et l'idée, c'était de se dire, la grande question, c'était de se dire, mais finalement, comment on devient jeune sans domicile à Paris? Comment on devient jeune sans domicile à New York? Et est-ce que finalement, il y a des parallèles, des différences? Et s'il y a des différences, parce que moi, j'ai toujours un petit peu choqué. Ça venait toujours un peu d'un choc personnel, en se disant, tiens, ailleurs c'est différent, ailleurs c'est mieux, et je me posais la question, mais est-ce que ailleurs c'est toujours mieux, et est-ce que ailleurs c'est aussi différent que ce qu'on a tendance à dire, surtout quand on parle des États-Unis, on est toujours un petit peu dans les extrêmes, le mythe américain, tout ça, et quand on le voit, quand on s'intéresse un peu, on s'aperçoit un peu que c'est un peu de la traversière. Et donc je trouvais que ça c'est assez rigolo de mettre ces deux pays en comparaison, parce que à l'inverse, par contre, les Français avaient toujours aussi tendance à un peu s'auto-congratuler avec leur état social. Il y a le modèle social français, monsieur. Exactement. Donc je me suis dit, tiens, ça va être rigolo d'aller voir aussi un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, où voilà, on peut se dire que le modèle social, finalement il n'y en a peut-être pas. Et donc du coup c'était un petit peu ça le point de départ. Ouais. Donc l'idée c'était de rencontrer, donc j'ai rencontré 10 jeunes sans domicile à Paris et à New York, donc ça fait 20, et je les ai suivis pendant 4 ans. Alors ça c'est important de voir ça, parce que je les ai rencontrés, et ça c'est la comparaison, en fait elle commence dès là, c'est qu'en fait les structures sont pas les mêmes d'accompagnement des jeunes sans domicile. Ouais. Donc ce qui fait que l'entrée au terrain pour rencontrer les jeunes sans domicile n'ont pas du tout été les mêmes. Et ça c'était assez rigolo, parce que du coup dès l'entrée on s'aperçoit que finalement il y a quand même du contraste. Et en France je suis passé par un club de prévention spécialisé que je connaissais parce que j'avais travaillé dedans. Je connaissais même déjà certains jeunes que j'ai re-rencontrés pour ma thèse, donc qui étaient à Châtelet. Et aux États-Unis on s'apercevait qu'il n'y avait pas d'association similaire. Il n'y avait pas d'association, donc en France, c'est ce qu'on appelle le club de prévention spécialisé. Donc, c'était des jeunes, mais qui avaient tout type de difficultés. C'est-à-dire qu'on pouvait être jeune délinquant et aller au club de prévention spécialisé. On pouvait être jeune sans domicile et aller au club de prévention spécialisé. On pouvait être, par exemple, aussi jeune ayant été victime de violence et aller au club de prévention spécialisé. Donc, il n'y a pas de spécialisation ou d'expertise experte sur cette thématique des jeunes sans domicile. Et alors que quand on allait aux États-Unis, alors ça, c'était assez fort, c'est qu'il y avait donc moi j'ai fait mon terrain aux États-Unis, c'était un multi-terrain, parce que c'était très compliqué de rencontrer les jeunes sans domicile de manière directe. Donc je suis passé par un centre, et ça je m'en souviendrai souvent, je pense, c'était un centre de jeunes sans domicile, lesbiens, gays, bisexuels, transgenres. Donc là on était vraiment sur la thématique du genre qui est très très forte aux États-Unis. Donc il y avait une association spécialisée sur les jeunes sans domicile LGBT. Qui commence à exister maintenant en France. Il y a une association notamment qui est relativement connue pour ça, mais en tout cas c'était très novateur pour moi quand j'y suis allé. Je suis passé aussi par un centre adulte qui accueillait des personnes globalement sans domicile adulte. Donc dedans, entre guillemets, il y avait parfois aussi des jeunes sans domicile. Donc il y avait aussi ce système de sélection à faire. Et je suis passé surtout par la rue et par une gare qui s'appelle Penn Station, qui est à côté du Madison Square Garden. Et c'était là où en fait j'ai fait passer du temps la nuit pour essayer de rencontrer les jeunes dans la gare.
Ça, c'est du terrain, monsieur. Donc ça c'était des terrains un peu différents, complètement différents. Et l'idée c'était de les rencontrer, de leur poser des questions. Quel est leur rapport aux institutions, que ce soit la famille, les amis, l'école, le travail, et la citoyenneté aussi, le rapport à la citoyenneté. Est-ce que vous vous sentez citoyen du pays dans lequel vous êtes? Et voilà. Alors je suis désolé, Vas-y. Est-ce que finalement tu crées pas un biais en te disant je vais suivre ceux qui veulent bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire non. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour parler. Et comment tu fais pour analyser tous ceux qui sont pas d'accord pour parler? Ah bah moi c'était pas mon objet. Moi je suis vraiment dans le très qualitatif. Donc moi l'objet c'était pas de me dire tiens si un jeune qui veut pas me rencontrer, il y a pas de souci, on se rencontre pas. Mais par contre, on va partir avec 20 histoires et puis on va essayer de les comprendre en fait. Donc moi, je suis vraiment du très qualitatif. Moi, le quantitatif, ça m'intéresse pas plus que ça. Ou uniquement en illustration du quali. Donc moi, c'est les histoires qui m'intéressent. D'accord. Et alors justement, ces histoires. Et du coup, il y avait quand même pas mal de similitudes. On s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de points de correspondance entre la France et les États-Unis, notamment toujours ce passage par la protection de l'enfance. Ouais. Et on est sur des statistiques qui sont relativement similaires. On a l'impact de la religion qui était un peu plus forte aussi et de la race, mais qui apparaît dans les travaux aux États-Unis. Le fait d'être noir, d'être par contre d'une famille catholique, le fait d'être en même temps homosexuel, ça crée beaucoup d'exclusion familiale. Et parfois donc du coup la jeunesse en domicile. Donc ça c'était un profil de jeunes que j'avais rencontré dans le centre jeunes LGBT. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'exclusion familiale. Donc c'était un petit peu ça. Donc il y a quand même pas mal de points de correspondance entre les deux. Et puis après la difficulté, ça c'est vraiment une difficulté épistémologique, c'est dans le sens aussi de construction de terrain. C'est qu'on est sur du très qualitatif, mais on s'aperçoit qu'évidemment que les terrains sont pas les mêmes dès le démarrage, donc la comparaison elle est compliquée. Ouais. On ne part pas sur les mêmes institutions, on part pas sur le même point d'entrée. On rencontre pas les mêmes personnes, on est sur du très qualitatif, donc c'est très très difficile, mais à la même temps, ça que j'aime bien aussi, c'est très très difficile de généraliser. Donc là, je pense que c'est plutôt on essaye d'interpréter des histoires plutôt que de généraliser qu'est-ce qui se passe en France, aux États-Unis. En plus de ça, je sais pas si c'est une difficulté, mais comme tu es sur un temps relativement long quand même, 3 ans, 4 ans, et qu'a priori justement ce sont des jeunes gens qui ont peu d'attaches, enfin faut arriver à les suivre sur toute cette période. Ouais, ça c'était l'objectif du terrain long. C'est-à-dire que moi déjà je pense que j'ai vraiment une fibre ethnographique. Moi j'aime beaucoup les terrains longs parce que je pense que pour comprendre les gens il faut vraiment les approcher et créer du lien comme tu disais sur la durée. Et en même temps, ce que je trouvais vachement intéressant sur le terrain long, c'est de se dire, on est sur un profil sur les jeunes sans domicile, mais c'est important. Et on s'aperçoit qu'en les côtoyant qu'il y a beaucoup d'allers-retours. C'est-à-dire que parfois, ils ont un hébergement. Parfois, l'hébergement, il pète. Ouais. Donc, ils retournent à la rue. Parfois, ils sont en foyer. Le foyer pète. Ils retournent à la rue. Donc, c'était important d'avoir une vision longue sur leur parcours pour pouvoir potentiellement analyser les phénomènes d'inclusion et les phénomènes d'exclusion. Parce qu'on s'aperçoit beaucoup, en tout cas beaucoup, mais c'est relatif parce que mon échantillon était relativement réduit, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de phénomènes d'inclusion et exclusion en simultané. Donc c'est si on était vraiment parti sur un temps court, on n'aurait pas vu ce phénomène-là de passage à une vie avec domicile, avec pourquoi pas un copain ou une copine, et puis le redémarrage quand le couple a explosé, le redémarrage dans la rue, et ça c'est le terrain long, ça permet ce genre d'analyse. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. Est-ce que tu as décelé des clés ou en tout cas des pistes pour justement favoriser la réinclusion, la réinsertion? Alors oui et non. Après parce que moi je considère que c'était pas mon job de faire ça, parce que je trouve que c'est un autre job. C'est-à-dire que pour proposer des solutions, c'est-à-dire qu'il faut connaître très très bien toutes les actions et les solutions et les politiques publiques qui sont déjà mises en œuvre pour eux. Et c'était pas une thèse en sciences politiques, donc et je voulais pas forcément aller vers ça. Donc moi mon objectif c'était pas de trouver, enfin si évidemment si je pourrais pu trouver des solutions j'aurais été content, mais moi je considérais que mon job c'était d'essayer de décrire et de proposer des interprétations au mieux d'une situation, et qu'après
et là ça a été peut-être mon erreur, que les décideurs politiques ou associatifs utilisent mes travaux, les travaux bien sûr de mes collègues pour en faire quelque chose. Donc on va dire cette partie-là se termine. C'est à ce moment-là où tu verses dans les problématiques d'entrepreneuriat social et solidaire? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu une anecdote. Hein. C'est, en fait, on voit sur tout mon parcours, en fait, le social, il est toujours mobilisé sous des actions différentes. Bon, éducateur spécialisé, c'est clair. La recherche, là aussi, c'est clair par rapport à mon type de sujet. Après, moi, j'ai fait d'autres choses aussi, toujours dans le social. Et puis, et c'est peut-être ça qui m'a manqué aussi quand j'étais dans ma période privée, c'est que cette fibre sociale, j'avais du mal à la mobiliser. C'est-à-dire que quand j'étais dans une entreprise de portage, bon, c'est sympa. T'es promu, tu fais des choses, voilà. À un moment, tu te dis, t'as quand même le sens, parce que moi, j'étais quand même sur des sujets de sens où tu te dis, bon, j'ai atteint mes limites du sens que je peux donner au travail que je fais quotidiennement. Et c'est là, en fait, où j'ai rebasculé, en fait, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours considéré que l'enseignement allait m'ennuyer. Alors c'était une erreur d'ailleurs. Et par contre, des amis à moi m'ont dit, mais non, on doit trop dans l'enseignement. Et c'est là où je me suis dit, bah tiens, on va essayer de tester quand même la fonction enseignant. C'est bien, t'écoutes tes potes déjà, c'est bien. Ouais, je les écoute beaucoup. Et du coup, c'était là où je me suis dit, bah oui, en fait, il faudra peut-être que je teste. Et parce que moi, en tout cas, j'avais jamais de doute sur la recherche que ça me plaisait. Ouais. Mais par contre, voilà, des métiers. En fait, moi, j'ai toujours cherché un métier autour de l'écriture. Et donc la recherche était sympa, mais j'avais regardé aussi d'autres métiers autour de l'écriture. Et l'enseignement, finalement, si tu veux être payé pour écrire, il y a pas 150 métiers. Ouais. Donc du coup, il y a l'enseignement qui apparaît toujours à peu près. Et donc du coup, c'est là où j'ai essayé, puis ça m'a plu, puis donc du coup là, ça a été un déclencheur pour la suite. Et alors justement, parce que c'est un sujet, l'entrepreneuriat social et solidaire, c'est un sujet, comment dire, il y a plusieurs aspects à ce sujet. Il y a un sujet d'appétence des jeunes générations. D'accord, et des générations qu'on a en face de nous aujourd'hui dans les écoles. Je pense qu'il y a une vraie appétence pour ces sujets. Maintenant, est-ce que à ton avis c'est quelque chose de neuf ou c'est un vieux truc finalement tout ça? Ça, franchement, je saurais pas te répondre. Et puis après, il y a tout aussi les écoles de commerce qui font beaucoup de pubs maintenant sur l'entrepreneuriat social. Et on s'aperçoit aussi que parfois ils survalorisent la discipline au sein même de leur école. Et quand j'ai survalorisé, c'est que parfois il y a aussi des contrastes aussi entre les désirs des étudiants. Qu'il y en ait plus, c'est possible, mais il y a aussi beaucoup plus d'étudiants en école de commerce, donc il faut peut-être aussi relativiser. J'ai rencontré aussi des étudiants, moi, qui m'avaient engueulé en disant oui, avec vous il y a toujours du social. On en a marre. Ça me faisait penser à une école de commerce où j'intervenais. Il me dit mais pourquoi avec vous il y a toujours du social qui se glisse? Je suis pas désolé, là c'est ma spécialité, c'est ce que ça en croit, je crois. Donc il y a quand même, peut-être qu'il y a de plus en plus d'étudiants, j'en sais rien. Déjà, je serais ravi de lire un article qui démontre qu'il y a de plus en plus d'étudiants. Mais déjà, monsieur le professeur et docteur, c'est quoi l'entrepreneuriat social et solidaire? Ça c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Moi, je dirais, alors c'est vrai, ça c'est une bonne question. Moi, il n'y a pas de définition sur laquelle je m'arrête. Je vais plutôt te donner ma propre définition. Je dirais, c'est tout simplement la création de la valeur sociale au sein d'une organisation. C'est comment on peut essayer de considérer, mais et c'est pour ça qu'il y a une ambiguïté avec entrepreneuriat social, parce que du coup, je pense à un prof qui me rétorquerait, il aurait pas tort, parce que j'avais déjà discuté de ça, qui me disait, mais oui, mais si par exemple tu es une entreprise très business et que tu crées de l'emploi, est-ce que tu peux pas considérer que tu es dans l'entrepreneuriat social? Bah ouais. Non. Et là, je dirais, bah oui, t'as pas totalement tort. Donc, c'est pour ça que les contours sont assez flous. Moi, ce que je dirais c'est juste que à l'intérieur de ton organisation que tu souhaites créer, bah tu prends en considération l'être humain et les valeurs sociales. Voilà. Alors après, tu peux te mettre tout dedans. Ça, j'en ai bien conscience. À la limite, la question de définition, je te dirais, je m'en fous. C'est est-ce que finalement dans le business que tu vas créer, tu vas considérer l'être humain ou pas? Est-ce que tu vas lui essayer de satisfaire des besoins qui n'ont pas été satisfaits ailleurs autrement sur des besoins vitaux? Alors tiens, voilà, et dans cette série-là, est-ce que les tartes à la crème dans toutes les boîtes autour de la RSE, qui ne sont compris parfois que comme un mouvement autour de l'écologie et de la préservation de la planète, est-ce que c'est pas super énervant ça? Alors là, alors oui, parce que c'est vrai que dans mes cours, j'ai plutôt tendance à taper sur la RSE, et en même temps, j'ai une expérience avec une entreprise en RSE qui est très très positive.
Donc là, c'est pour ça que je suis assez ambigu, mais très clairement, il y a des coquilles vides dans certaines entreprises. Ça fait toujours du bien de se dire la RSE. Et puis quand on commence à regarder les classements RSE, c'était toujours rigolo. C'était toujours des entreprises qui avaient besoin de renvoyer une image positive, que ce soit la banque, que ce soit les entreprises pétrolières. On s'aperçoit qu'elles étaient toujours en tête des classements RSE. Donc c'est toujours assez cocasse de retrouver ce type d'entreprise en haut des classements. Donc voilà, mais moi comme j'ai eu une expérience aussi très positive avec une entreprise en domaine de RSE, parce que on a fait un documentaire justement sur les jeunes sur domicile, et un de nos partenaires a été une entreprise en fait, et ça a apporté une aide qui correspondrait à 20 ou 30 000 euros cash. Et ça c'est le département RSE de ce grand groupe. D'accord. Donc il y a de la vraie RSE dans certaines entreprises. Il faut savoir. Je serais ravi de les citer parce que j'ai tellement galéré à trouver un département RSE qui nous a aidés que je peux te faire de la pub. C'est le Publicis. Ok, le groupe Publicis, d'accord. Ouais. Et donc moi j'étais en contact avec la responsable RSE de Publicis et qui nous a fait une aide. Et là où j'étais encore le plus étonné, c'est que la contrepartie, je vais te dire, il n'y en avait quasiment pas. Il y en avait qu'une, c'était, si on peut appeler ça une contrepartie, c'était de faire une projection de notre documentaire dans les locaux de l'entreprise. Donc autant te dire que c'est quand même relativement light par rapport à l'apport et que ça a joué pour nous, parce que là on a eu quand même, tu vois, en fait ils nous ont aidés pour toute la post-production. Donc pour notre documentaire ça reviendrait à entre 20 et 30 000 euros, et donc du coup c'est eux qui ont géré la post-production, et c'était tout simplement quand on a du temps et des hommes à disposition, on vous fait votre travail sur votre documentaire. Et là je leur ai dit merci, parce que nous comme on était en plus une association, donc là j'ai créé une entreprise sociale là-dessus, et du coup comme on est une association, c'était encore mieux parce que du coup il y avait pas de cash à gérer. Est-ce que c'est sale de dire qu'une entreprise sociale et solidaire doit gagner de l'argent? Absolument pas. C'est même moi qui titille mes étudiants en disant mais pourquoi vous voulez faire quelque chose de gratuit? Pourquoi vous ferez pas de pognon en aidant les autres? C'est toujours une question parce que maintenant oui mais on veut aider les autres, ok c'est sympa, l'essentiel, tu peux aider les autres, mais toi aussi tu dois vivre pour pouvoir développer ton entreprise, pour pouvoir aussi encore mieux aider les autres. Donc moi il y a absolument rien de sale, bien au contraire. Si, alors par contre je précise, alors je vais peut-être préciser. Tout de suite il y a un bémol. Non, c'est pas qu'il y a un bémol, mais je tiens quand même à préciser, parce que si on garde, alors ça du coup ça permettrait peut-être de définir encore mieux l'entreprise sociale. Il y a quand même la question de l'éthique qui pour moi qui est quand même importante. Ouais. Et c'est pas parce que tu fais de l'argent que t'es pas éthique. Ah bien sûr. Je suis d'accord avec toi, mais de ce que je dis, c'est que quand je parle d'éthique, bien sûr, mais je trouve qu'il y a quand même des valeurs quand même à garder, que la compétition, ça doit être bien, mais que la compétition, elle peut être saine entre les différentes organisations. Donc, je pense que avoir un état d'esprit aussi qui soit plutôt, on va dire, tourné vers l'autre, ça c'est bien, mais en gardant aussi certaines valeurs. Parce que moi je pense que la compétition, moi j'aime bien, moi ça pose aucun souci, mais moi j'aime bien la compétition saine. Ouais, je comprends. Donc dans la série entreprise sociale, il y a un super épisode. Je suis en train de le retrouver, l'épisode 31 de la colle sur la création de Label Gamel par Christine Merkelbach. Enfin voilà, allez écouter, vous ferez votre opinion. Et là où je te rejoins, c'est que effectivement, au contraire, gagner de l'argent, faire de la marge, ça permet derrière d'avoir déjà des entrepreneurs qui peuvent continuer. C'est aussi bête que ça, hein. C'est-à-dire que l'argent ne doit pas être la raison d'eux, mais c'est le fuel qui fait marcher la machine. J'aurais dit, c'est exactement ça. Là, je partage complètement ton avis. En plus, moi, en tant qu'entrepreneur social, je l'ai bien vécu. On peut avoir un super projet, mais si on n'a pas les sous, il se passe rien du tout. Voilà. Donc, alors je leur dis, c'est sympa de penser à un projet, mais je dis, ouais, mais si tu penses que t'as un super projet, mais en même temps, tu t'as pas envie d'aller chercher l'argent parce que idéologiquement, tu penses qu'il faut pas que tu ailles chercher l'argent, je dis, mais là, tu vas pas t'en sortir et ton projet, il va être mort, et c'est bien dommage parce que ton projet, c'est un super projet. Donc moi, des super projets, j'en ai vu plein. Mais après, à un moment, de toute façon, le nerf de la guerre, c'est le financement. Donc, et avec une logique qui est aussi, alors ça c'est mon approche très libérale, mais qui est que tu ne peux pas te reposer que sur des aides publiques ou sur des subventions ou etc. C'est-à-dire que la logique, pour moi, la logique de l'entrepreneuriat social, ok, tu peux en bénéficier, mais ça doit pas être ça le cœur de ton business, quoi. Là, je partage plus ou moins ton avis, mais en tout cas, il faut en tout cas de mon expérience même personnelle entrepreneur, c'est sûr qu'il faut diversifier ses sources.
Ça, c'est évident que ton business ne peut pas être viable si tu t'attends uniquement aux subventions. Les subventions, d'ailleurs, moi, à titre personnel, j'avais créé une boîte qui n'a pas fonctionné parce que, en fait, là, j'étais sur un temps, j'ai voulu essayer de la monter sur un temps très court et qu'en fait, il m'aurait fallu un peu plus de temps que ça et que j'avais pas l'argent en parallèle. Et en plus, là, pour rebondir à ce que tu dis, c'est déjà les subventions publiques, il y en a de moins en moins. Les montants sont de moins en moins élevés. Et aussi, ce qui se passe aussi, c'est que les délais sont ultra longs. C'est-à-dire que et ça, c'est pas. Moi, j'ai plein d'histoires ou d'anecdotes comme ça, mais moi, je l'ai vécu à titre personnel. On commence à contacter la région, c'est sympa, t'as l'impression que ça marche, c'est cool. Un an plus tard, t'as peut-être une réponse et un rendez-vous. Après, t'as un an plus tard, t'as le concours qui arrive, on te dit que t'es pris. Moi, j'ai eu l'anecdote comme ça d'une association qui avait pas vu le coup venir, qui a eu l'argent potentiellement. Mais qui ont l'argent de manière effective sur leur compte, ils les avaient eu 2 ans plus tard. 2 ans après l'accord de donner l'argent. Ouais. 2 ans, l'association a crevé déjà entre les deux. C'est un temps un peu trop long, là, pour le coup, ouais. Exactement. Et là, ce qui est chouette. Donc, c'est pour ça que même moi, c'est ce que, là, je te partage complètement. C'est que si on veut être même assez pragmatique, je peux quand même l'être, moi, je conseillerais toujours de contacter tout de suite les entreprises parce que ça peut être nettement plus réactif, d'enclencher tout de suite aussi des subventions parce qu'on sait que ça va être très long, mais que obtenir une subvention d'un conseil régional, machin, ça fait toujours bien dans l'histoire du projet. Ouais. Mais que c'est très long et que c'est surtout et que les fonds sont très légers, que c'est très aléatoire et à mon sens ça peut assainir, tu vois, ou donner un peu de souffle à une idée, à un projet, etc. Mais ça doit, enfin, je sais pas, c'est un avis très personnel, ça ne peut pas être que là-dessus que ça repose. Ah oui, non, moi là je partage complètement ton avis. Quand je disais moi ça me dérange pas, c'est dans le sens où si le projet il arrive à fonctionner et qu'il y a que des subventions publiques, pour moi il y a pas de souci. Mais après, si on s'aperçoit que je suis d'accord avec toi, c'est que de toute façon pour que ça marche, à un moment il faudra diversifier les sources de financement, que les sources de financement public de toute façon, il y en a de pas, on peut, puis de moins en moins, elles peuvent se couper d'un seul coup parce qu'il y a un changement de majorité, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Ouais, je suis d'accord. Pour la pérennité d'un sujet, ça peut poser. Est-ce que toi, t'as des pépites ou des business cases d'entrepreneuriat social et solidaire où tu dis waouh, là c'est le truc. Quand t'entends par business case, des histoires à raconter, ou mon côté du matériel que j'ai à disposition du matériel pédagogique. C'est plus des exemples où tu dis là on est pile poil dans ce dont on est en train de parler. Ah bah alors oui. Alors moi je suis souvent dans cet exemple-là. Alors en plus c'est sur une thématique que je connais bien parce que c'est sans domicile. Moi c'est une histoire en plus qui est bien racontée aux étudiants parce que c'est un projet qui est né en école de commerce. Et c'est pour ça que c'est ça qui est chouette aussi pour les étudiants. Oui, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. En école de commerce, les étudiants, ils ont du temps pour faire des choses. Donc, ils ont du temps pour créer. Bah oui, là, quand on regarde un peu leur planning, là, on peut discuter pendant des années. Mais les étudiants, parce que moi, les étudiants, c'est qu'ils me contactent. Oui, je peux créer votation. Ils participent à l'ISA, ils participent aux entreprises étudiantes, machin. Vous pouvez faire aussi d'autres choses en parallèle. Vous avez du temps. Et donc, du coup, c'est l'histoire. Je sais plus dans quelle école de commerce ou université. Je crois que c'est dans l'Est de la France, mais je suis pas sûr. Je ne fais pas de bêtises. Ça s'appelle la cravate solidaire. D'accord. Alors, concept, et c'est ça que j'aime bien. Concept simple, problème simple, solution simple, et ça cartonne. Alors c'est quoi ? C'est on part du principe que qu'est-ce qu'a besoin d'un sans domicile pour avoir un travail ? C'est d'avoir une tenue. Ça peut paraître anodin. Passer un entretien ? Pour passer un entretien d'embauche, c'est-à-dire la cravate solidaire, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le costume de celui qui va postuler. Yes. Alors pour des personnes comme nous, qui sont habituées à postuler à des jobs ou qui sont en acclimatation relativement étroite avec les organisations, il y a pas de souci. Mais pour quelqu'un qui est jeune sans domicile ou qui est sans domicile, ça peut paraître compliqué. Donc voilà, et donc du coup c'est besoin simple. Déjà t'as pas la tenue, parfois physiquement ils n'ont pas la tenue. Ouais, donc déjà c'est quand même mal barré. Et après il faut un accompagnement pour les entretiens. Et ça je trouve que c'est un système qui part d'un besoin très réel avec une solution qui est très concrète et ça cartonne, c'est maintenant dans toute la France. D'accord. Et c'est né par des étudiants en école de commerce. Ok. Je crois que c'est en école de commerce et ça fait un carton. Donc ça c'est un système voilà, ça je trouve que c'est un business. Moi pour le coup je donne des cours en innovation sociale et entrepreneuriat social. Voilà, on est sur un besoin clairement identifié, une solution qui est très portée, qui est très pratique, très accordée aux besoins. Et ben ça décolle. Pas besoin parfois de faire 150 000 combinaisons parce que quand je regarde un peu mes étudiants, parfois ils cherchent à faire compliqué. Ben non, quand on regarde les business qui fonctionnent, il y a beaucoup de business qui sont simples. Ça veut pas dire que la solution à faire est simple, elle peut être très complexe. Mais on regarde quelque chose comme Uber
il faut quand même faire un carton au démarrage, c'est tout con. Moi qui étais parisien, enfin qui suis parisien, t'es à 2 heures du matin, t'es en train de gueuler parce que t'as pas de taxi qui est là alors que t'as besoin d'un taxi. Ouais. Et t'as un taxi qui va se permettre de te refuser alors qu'il a pas le droit de te refuser. Ça, c'était un ça sent le vécu, ça. Ah, bah, ça sent le vécu, 2 heures du matin, voilà, on est tranquille, on veut sortir, on rentre chez soi. Bah non, il y a un taxi qui dit non, vous allez où? Non, ça m'intéresse pas, je pars. Ah bah ouais, mais légalement, logiquement, t'es obligé de me prendre. Bon, ça, évidemment, à l'égalité, on s'en fout. Mais là, on s'apercevait que là, je trouvais ça hallucinant qu'à Paris, dans une ville comme ça, avec des besoins, il n'y avait pas que moi, avant Uber, c'était quand même la galère absolue pour les Parisiens qui pas qu'à 2 heures du matin, d'ailleurs. Voilà, même dans la journée. J'étais jeune, voilà, c'était pour les noctambules. Mais c'était quand même la galère assurée. Et là, tu dis, mais c'est quand même, pour moi, c'était le scandale du monopole. Pour moi, là, pour le coup, c'était un scandale. On a une solution qui est simple. Tu veux avoir ton taxi ou ton équivalent du taxi à tout moment. On te prend et on te dépose où tu veux. Le concept est ultra simple, le besoin est très simple et on a une super solution qui dépanne plein de gens. Et alors, pour cet exemple-là, pour Uber, mais comme pour comment tu dis, la cravate solidaire, c'est ça? La cravate solidaire, ouais. C'est une lisibilité de l'idée. C'est-à-dire que, tu vois, c'est-à-dire que t'as pas besoin de 15 slides. Le truc, en 3 phrases, c'est pitché et tout le monde a compris. Ah bah voilà, exactement. Ouais, et puis voilà, et puis c'est ça, c'est parfois c'est ça que je vois dans mes éditions parfois. Pourquoi aller chercher le moins en fait? Pourquoi chercher à montrer que peut-être que t'es plus intelligent que les autres en cherchant complexe? Non. Tu vas être très très intelligent si tu vas trouver quelque chose qui est dans ton quotidien autour de toi que les autres n'ont peut-être pas vu, mais que vous vivez la même difficulté, mais toi tu vas aller piquer et en plus tu vas trouver une solution qui va être adaptée. Voilà, et c'est un grand conseil. N'essayez pas de faire intelligent, essayez de faire simple surtout. Ah bah ouais, parce que c'est ça la plus grande des intelligences quand même enfin je sais pas ce que t'en penses, mais dans l'entrepreneuriat, on voit en fait toutes les idées qui sont géniales. C'est un problème que t'as dans ton quotidien et qui te dépanne, mais vraiment. Ouais. On est d'accord. Justement, sur cette idée d'entrepreneuriat, épisode 53 de la colle. Bah oui, je fais mon auto-promo en même temps, excuse-moi. Hein. T'as bien raison. Mais en fait, j'étais en train de préparer notre entretien. Je regardais un peu ton profil. Je suis allé regarder. Quand on a un prof qui est un chercheur, etc., on va voir ses publications. Et là, sur quoi je tombe sur des publis autour de la notion d'effectuation et d'entrepreneuriat social. Hein. On reste toujours dans ton truc. Et en fait, épisode 53 de la colle, je discute avec Philippe Silberzan, qui est prof à l'EM Lyon, dont c'est une spécialité l'effectuation et qui est un chantre de ce sujet. Toi, comment déjà si tu avais à nous décrire ce qu'est l'effectuation et dans le contexte de l'entrepreneuriat social, voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ça? Bah alors moi en fait j'ai eu un coup de cœur pour cette alors je vous parle pas mon parcours, moi je suis pas un expert de toutes les théories entrepreneuriales. Ouais. Mais donc là, je peux pas comparer forcément la théorie de l'effectuation avec d'autres théories. Mais là où j'ai un coup de cœur sur cette théorie-là, dans la manière de faire, déjà, je trouve que c'était très orienté terrain, que c'était très pragmatique, très centré sur l'entrepreneur et pas sur l'organisation. Ouais. Et ça, je trouvais que ça plutôt malin d'être tourné vers la personne que plutôt sur l'entreprise au sens large. Et là où j'ai eu le déclic en me disant, mais toi, cette théorie, je t'aime bien, c'est une théorie qui disait quoi? Eh ben, on peut faire un business, enfin, même la logique, c'est de faire un business sans business plan. Ouais. Et ça, je me suis dit, eh ben ouais, là, je partage complètement ton avis parce que le business plan, pour moi, ça veut tout et rien dire, et que tes idées de projet, ça bouge, tout est évolutif, l'écosystème, ça bouge tout le temps, et l'idée de faire un business plan, pour moi, ça a été toujours quelque chose dont j'avais du mal à comprendre le sens, en fait. Et t'es en train de me dire que t'es un prof dans une école de commerce qui dit business plan, bouf. Ouais, complètement, parce que pour moi, même si tu vois, c'est même justement, moi, c'est un de mes coups de gueule en disant, t'es entrepreneur parce que tu fais un bon business plan. Ah bah non, ouais. Alors là, je te garantis que le business plan, il a été survalorisé. Pour moi, c'est quelque chose qui. D'autant est-ce qu'on pourrait trouver un business plan qui s'est réalisé? Ça, il y a un vrai terrain de recherche là pour savoir s'il y en a un. Ben voilà, c'est ça. S'il y en a un dans le monde qui a réussi à réaliser son business plan. Ben c'est ça. C'est ce que c'est réalisé. Est-ce que ça? Moi, je dis pas qu'il faut pas le faire. C'est pas ça. Mais j'ai cette survalorisation du business plan par rapport à l'ensemble des qualités qu'il faut pour être entrepreneur. Pour moi, ça m'a toujours été,
poser des incompréhensions à chaque fois. En plus, justement, mes étudiants, je leur dis, oui, business plan, le projet, c'est chouette, mais c'est un super projet, mais que l'équipe, elle tient pas debout, ton projet, il va crever tout de suite. Ouais. Donc, ton projet, il est chouette, mais passe aussi autant de temps à essayer de constituer une équipe qui est chouette, avec des personnes qui sont plutôt complémentaires, qui ont des compétences différentes, qui s'entendent bien, qui ont une vision des visions qui peuvent être contradictoires, mais qui ont un mode de fonctionnement qui peut durer. Je te rejoins complètement là-dessus, parce que la problématique du business plan, c'est que tout le monde le sait à peu près, hein, ça ne va pas se réaliser comme c'était prévu. Et donc, la clé, c'est comment l'équipe ou l'entrepreneur va réagir par rapport à ça. Est-ce qu'il va être en capacité de pivoter? Est-ce qu'il va être, alors c'est une tarte à la crème aussi, mais agile ou tout ce qu'on veut, etc. Est-ce qu'il va être capable, et ça fait partie des principes de l'effectuation aussi, de rentabiliser l'inattendu. J'adore cette phrase. Voilà. Parce que la vie est pleine de surprises et la vie d'une entreprise et d'un entrepreneur encore plus. Donc, et je pense que c'est la clé première de l'entrepreneuriat qui réussit, c'est justement une vraie capacité d'adaptation et parce que ça va pas se passer comme prévu. Voilà. C'est aussi bête que ça. Et même, je rejoins complètement, et même, j'ai envie de dire, parce qu'il ne faut pas que ça se passe comme prévu. Ouais, c'est chaud, là. Écoute, là tu m'as chauffé, donc tu disais, mais non, mais c'est vrai, parce que quand tu crées ton business plan, il y a plein de choses sur lesquelles tu n'y as pas pensé. C'est vrai. Et heureusement, parce que tu peux pas penser à tout à ce moment-là, et puis voilà, et puis il y a plein de choses, comme tu dis, qui bougent, qui évoluent, et que parce que heureusement, quand tu crées ton business plan, t'as d'autres idées qui te viennent, il faut pas se formaliser sur ce qui a déjà été écrit, sinon tu t'en sors plus. Surtout que, comme tu disais, il y a très très bonne chance que ça se produise comme tu l'avais écrit. Donc, Et puis après, alors sur le sujet même de l'effectuation, pour moi il y a un truc qui me plaît et qui, je pense, justement rentre bien en résonance avec l'entrepreneuriat dit social ou solidaire. C'est même avec l'idée d'entrepreneuriat de manière générale, il y a un principe de base qui est démarrer avec ce que l'on a. Tu vois, c'est tout con, mais ça veut dire que quelle que soit sa situation, parce que ce que l'on a, ça peut être 100 000, 200 000 euros en banque ou 10 euros. Mais on démarre avec ça et on définit ça c'est le deuxième ou troisième principe, je crois, définir sa perte acceptable. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ce qui fait que je pense que pour moi c'est une vraie logique de démocratisation de l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que tout simplement ça baisse les curseurs du risque quelque part aussi. Donc toi, tu l'as vu. Tu veux que je te pose des questions là, parce que là, je te sens chaud sur l'effectuation. Je suis à mort, je suis à fond dedans. Mais parce que je suis comme toi, je trouve que le modèle, je sais pas si c'est le modèle intellectuel autour de ça, il est intéressant et qu'il est particulièrement adapté au sujet qu'on évoque là, parce que il y a un petit côté, alors je vais utiliser un anglicisme, mais il y a un petit côté bootstrap, tu vois, où on y va et on s'adapte. C'est vrai que tu pourrais me poser des questions, ça pourrait être... Non mais toi, la call 70, écoute, ça va être Pierre Barreau. Je sais pas, toi, justement, dans tes sujets, c'était comment dire. Je reprends un texto, tu vois, j'ai bien préparé le truc. Une théorie entrepreneuriale mise à l'épreuve dans le cadre d'entreprises à destination des jeunes sans domicile. Alors, allez-y, jeune homme, décrivez-nous ce qu'il y a dans ce papier. Ah, d'accord. Okay. En fait, c'est en fait, moi, justement, j'avais pas créé d'une boîte que je voulais créer et qui n'a pas fonctionné. Et c'est un peu cette histoire-là, en fait. Je me suis dit, tiens, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a fait un documentaire. C'est le truc Fly Me Up, c'est ça? Ouais, Fly Me Up, ouais. Et du coup, je suis parti du business plan de Fly Me Up parce que c'était mon business plan de mon exécutif. Plan. C'était exécutif MBA à HEC, il t'imposait le business plan, donc j'ai fait du business plan. Et c'était de là, en fait, tu sais, quand on a fait notre documentaire, il y a des personnes qui m'ont contacté en me disant, donc c'est un documentaire autour de 3 jeunes sans domicile qui me disaient, tiens, mais si vous voulez, on peut peut-être recruter les gens, en fait, qui sont dans votre documentaire pour travailler avec nous. Et là, ça m'a interrogé. Je me suis dit, ça veut dire que tu fais un documentaire
L'idée principale, c'était comme sensibilité à la question des jeunes sans domicile, mais j'aurais pas pensé que les gens passeraient par le documentaire pour faire du recrutement de jeunes sans domicile. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, comment on peut basculer, comment en fait un documentaire peut être une source de création d'emplois pour les jeunes sans domicile. D'accord. Et c'est là en fait où Fly Me Up, c'était ça. L'idée en fait, c'était de mettre en relation, de créer un écosystème finalement autour du jeune sans domicile et de mise en relation entre le jeune sans domicile et les entreprises. Ouais. C'était ça l'idée de départ. Donc c'est un outil RH. Ok. Mais c'est quoi le lien avec l'effectuation ? Alors le lien avec l'effectuation, il est très clair. C'est toujours pareil, à partir du besoin, partir de la réalité, du réel. Et là je te rejoins, des ressources et des ressources et des moyens que les gens ont à disposition. Et c'est ça qui est intéressant avec les jeunes sans domicile, c'est que à première vue comme ça, ces jeunes-là ont pas forcément de ressources, en tout cas ont des ressources différentes des nôtres. Mais ça ne sous-entend pas qu'ils n'ont pas de ressources. Oui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que là on est vraiment quand on parle justement, et c'est ça, je rebondir sur ce que j'aime bien aussi dans la théorie de l'effectuation, c'est ces pertes acceptables. On pourrait penser que quand t'es jeune sans domicile, finalement, tes pertes, elles sont relativement légères, hein, puisque t'as pas ça dépend de l'échelle sur laquelle tu regardes ta perte, hein, parce que quand t'as pas grand chose et que tu perds un petit peu, bah, tu perds beaucoup, en fait. Ok, c'est vrai. Alors moi je voyais ça plutôt d'une autre manière, mais on peut voir de toute manière. Ouais. Je sais pas, t'es sans domicile et t'as comment on appelle ça, un sac de couchage. Tu perds ton sac de couchage, t'es pas bon, t'es pas bien. Quand t'es un lambda qui a un boulot, etc. Tu perds un sac de couchage, bah tu vas chez Decathlon, tu vas en acheter un. Ou tu le voles. Oui. Non. Attends, faut être dans le concret, là. Faut être par rapport au public. Oui. Donc, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les pertes acceptables dans le sens, c'est quoi ? Création d'une boîte, c'est du temps. Ouais. Quand même, c'est du temps que ça te prend. Les pertes acceptables, c'est quoi ? C'est que t'es pas payé. Ils sont pas forcément payés. Donc là, il y a des points, en fait, où potentiellement, la perte n'est pas aussi grande que pour certaines autres personnes. C'était un peu là où je trouvais que on était sur un public qui, cette notion à la fin de la théorie de fixation, je pense pas qu'elle ait été pensée en termes de perte acceptable dans le cas des jeunes sans domicile entrepreneurs, mais je trouve que ça, c'était un bon point où finalement ça mettait même bien en valeur cette notion de perte et que finalement que les pertes étaient peut-être pas aussi fortes les pertes à perdre n'étaient peut-être pas aussi fortes que ça dans leur cas et que finalement ça pouvait être intéressant et que ça pouvait constituer un levier. Et là où je te rejoins complètement, c'est la question des ressources, la ressource des moyens. C'est aussi quel est mon réseau, mais aussi quand on parle de la théorie de l'effectuation, puisque tu me posais des questions sur la théorie de l'effectuation, il faut prendre la question du sens, de moyens au sens large. Oui. C'est-à-dire que les moyens, c'est quoi ? C'est qui je suis ? Qu'est-ce que je sais faire ? Quel est mon mental ? Quelles sont ma capacité d'entreprendre ? Pas que les moyens financiers. Oui. C'est sûrement pas que les moyens financiers, c'est la capacité aussi, et moi ce que je mets dans ce papier-là, par exemple, c'est la capacité à rêver. Celui qui peut rêver, c'est un moyen qu'il a à sa disposition qui est quand même relativement fort quand tu veux créer ta boîte. D'autant plus aussi quand t'es jeune sans domicile et que le rêve, c'est parfois une question de survie. Donc cette notion-là, en fait, de moyens, faut l'apprendre, c'est qu'est-ce que j'ai en moi, qu'est-ce que j'ai autour de moi qui fait que je peux basculer sur un acte entrepreneurial. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, d'étudier avec les jeunes sans domicile, parce qu'on s'aperçoit qu'ils ont des ressources qui sont différentes des autres, mais que c'est des ressources qui peuvent être aussi très salutaires. Et que c'est des ressources. Et c'est pour ça aussi que je faisais que ce papier-là, parce que je voulais aussi aller un petit peu en décalage en se disant l'entrepreneuriat, c'est quoi ? Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est forcément créer une boîte avec plein de zéros ? Pas forcément. Là, moi, j'ai le cas, par exemple, d'un jeune sans domicile où lui, il voulait faire, par exemple, la maçonnerie, de la manutention. Donc, il avait son numéro de tirette et il se baladait dans toute la France. Ok, il avait son chiffre d'affaires. Lui, ce qu'il disait aussi, pourquoi ça m'intéresse ? Mais parce que j'ai ma liberté. Pourquoi aussi, c'est là où c'est intéressant, pourquoi le statut de micro-entrepreneur pour correspondre à la vie des jeunes sans domicile ? Parce que finalement, le statut de micro-entrepreneur, il est hyper souple. Et leur mode de vie des jeunes sans domicile aussi, d'une certaine manière, il est relativement souple. Il est souple géographiquement, il est souple en termes d'horaire, potentiellement. Donc en fait, c'est là où on s'aperçoit que le statut de micro-entrepreneur, qui est quand même un super outil, hein, qui est hyper dynamique, qui est hyper réactif, qui est hyper souple, qui est hyper flexible, peut-être que ça peut correspondre aussi à un statut qui, dans la manière de vivre, peut leur correspondre. C'est un statut qui est poussé ou pas, ça, justement, vers ces populations-là ? Je sais pas. Ça je peux pas te dire, je sais pas. Si t'avais
si tu avais un conseil à tous ceux qui se disent, bah justement, j'ai une vraie appétence pour l'entrepreneuriat, je veux donner du sens à ce que je fais, et au-delà de faire du, je sais pas, du greenwashing ou du RSO washing, tu appelles ça comme tu veux, c'est quoi les bonnes questions à se poser? Déjà, est-ce que ton projet il te plaît? Est-ce que tu es sûr que le projet va te plaire et est-ce qu'il peut te plaire longtemps? Alors ça, c'est une question qui peut être un peu délicate, mais je trouve que c'est quand même essentiel. Moi, c'est pour ça que, comme je suis prof, c'est ce que je dis à mes étudiants, hein, prenez le temps de choisir un projet qui vous plaît. C'est pas justement la course-poursuite au temps. Non, faut que ça vienne de vous, en fait, le projet. Et puis, je trouve que ce qui est important, c'est aussi de savoir si on a la personnalité. Parce que, moi, il y a des choses que je sais que je pourrais pas faire, parce que j'ai pas la personnalité. Mais il y a des choses que je pense que moi, j'ai vraiment une personnalité plutôt d'entrepreneur que de consultant dans une entreprise où là je deviendrai où là ce sera aux antipodes de comment je fonctionne et de comment j'ai envie de fonctionner. Donc je pense que c'est important d'avoir à la fois du plaisir dans ce qu'on fait, ça c'est quand même vachement important, et puis et en même temps d'avoir la personnalité pour, donc de savoir gérer les incertitudes, de dire que peut-être que ça va pas marcher, mais qu'au final si ça marche pas, à la limite on s'en fout. Parce que peut-être que la vocation d'entrepreneur, c'est pas forcément de faire des choses qui marchent, mais des choses qui nous donnent envie d'avancer, quoi. Et c'est super intéressant ça. C'est quoi sa propre définition du succès? Parce que effectivement, ce qu'on met derrière le mot succès, c'est pas forcément des zéros sur un compte en banque. Et si on fait cette réflexion là en amont, bah justement, ça peut amener à des choix et des décisions qui sont différentes. Ah oui, voilà, j'ai rien à ajouter. Et là, j'aurais pu dire la même chose. Mais c'est ça parce que l'exemple, tu vois, de Fly Me Up, l'entreprise n'a pas fonctionné, mais c'est un projet auquel j'y ai vraiment cru, j'y ai passé vraiment du temps. Mais c'est un truc où, en fait, une fois que l'histoire a été terminée, pour d'autres raisons, elle était terminée, je suis passé à autre chose, mais je suis content de l'avoir fait parce que j'estime qu'à ce moment-là, je devais le faire. Et que c'était un projet qui était en adéquation avec voilà, avec qui j'étais à ce moment-là. Puis tu as appris des choses, tu as fait avancer un peu le schmilblick, comment poser des réflexions, et enfin voilà. Exactement. Rien que ça. Un jour, tu retourneras aux États-Unis ou pas? Pas pour aller manger des hot dogs à New York, mais je sais pas, pour y vivre, y faire des recherches, enseigner. C'est pas impossible. Alors après, moi, je suis assez ambigu. Il y a pas de piège dans ma question, excuse-moi. Hein, non, parce que moi, je suis ambigu par rapport à ce pays-là. C'est que d'un côté, il y a des écoles évidemment où tu aurais envie de travailler parce que tu as des moyens, c'est sympa, parce que Boston, et c'est sympa. Et puis t'as des bibliothèques où c'est la seule fois où je me suis perdu dans les bibliothèques. Je trouve ça fascinant de se perdre dans des bibliothèques. Ouais. Quand t'es au moins 12 et que tu te perds et que tu te retrouves en face d'une personne qui s'est perdue aussi, je trouve ça assez fascinant comme situation. Et ça, je trouve que c'est assez chouette. Et puis j'aime bien ce côté bibliothèque où, je sais pas, ça je trouve ça assez fort. C'est un écosystème assez particulier. Ouais. Après, c'est vrai qu'au fond, je suis pas forcément fan en fait des États-Unis en tant que pays en tant que tel. Donc c'est pour ça cette ambiguïté et donc voilà, ça reste des belles machines, les universités américaines. Ça dépend ce qu'on entend par belle, mais en tout cas, il y a des sous. N'empêche que c'est non négligeable. C'est non négligeable. Non, c'est non négligeable. Non, c'est sûr. Surtout, voilà, sur les aspects recherche, etc. Enfin, voilà. Ouais, mais après, tu t'aperçois, moi, quand j'étais aussi, c'est que tu vois aussi que c'est là où je me suis aperçu aussi que tu vois, le monde de la recherche était très protectionniste. Aussi aux États-Unis, parce qu'on dit toujours, tiens, on va aux États-Unis, c'est encore un cliché que j'avais moi complètement en tête. Viens aux États-Unis, c'est plus facile pour les chercheurs étrangers. Vrai, dans certaines disciplines, dans les sciences dures, ouais. En informatique, peut-être en médecine, mais quand tu vas dans les sciences sociales, moi, quand j'étais au département d'Harvard en sociologie, moi, il y avait que des Américains. Quand j'étais à Columbia, il y avait que des Américains. C'est-à-dire que quand tu es étranger, sauf si tu es une méga star internationale, et encore, peut-être, hein, là, tu as une chance de rejoindre les grosses facs, mais sinon, le protectionnisme est très fort et tu as très, très peu de chances d'avoir un job. Et puis, aux États-Unis, ça fonctionne beaucoup par bourse. Et les bourses, c'est quoi? C'est est-ce que aussi, parfois, tu as la nationalité américaine ou pas? Donc tu t'aperçois aussi de la difficulté où en fait c'est là où je me suis dit tiens finalement je me rajoute des difficultés, pourquoi en fait? Et tes difficultés, parfois t'es même tes propres limites, parce que est-ce que j'ai envie de prendre la nationalité américaine, est-ce que j'ai envie de rester dans ce pays, est-ce que je trouve que ce pays il a les valeurs auxquelles auxquelles j'aspire, il y a tout ça qui se pose comme question, donc c'est assez ambigu. Et en même temps c'est vrai, là je suis d'accord, moi il y a des moyens qui sont complètement sensationnels, t'as un écosystème qui est complètement sensationnel, tu rencontres des personnes qui sont complètement sensationnelles avec des parcours qui sont super rigolos, donc c'est
c'est assez ambigu, mais est-ce que les États-Unis c'est assez ambigu, hein, parce que moi j'ai plein d'amis qui sont revenus en France à 30-35 ans, et moi j'étais super content de rentrer en France à 30-35 ans. Ouais. Et j'ai plein d'amis, même les Canadiens, tu t'apercevais qu'en fait on avait des attaches fortes à notre culture. Moi les Italiens, les Espagnols que je voulais rencontrer, ils étaient super pressés de rentrer dans leur pays. Les Français ils étaient super pressés de rentrer dans leur pays. Les Canadiens super pressés. Et on s'apercevait qu'en fait pour beaucoup c'était une sorte de concession, c'est que t'avais pas forcément une adéquation de culture avec les États-Unis, mais qu'en même temps tu te disais ben oui, mais sur ton CV, ça peut peut-être faire une petite diff à un moment. Donc c'est ce paradoxe. Et jusqu'où tu vas dans ce paradoxe en fait? Bah écoute, on est content que tu sois rentré. Merci beaucoup Julien pour tous ces échanges. Alors tu sais, il y a, enfin non, tu le savais pas jusqu'à l'introduction, la pré-introduction qu'on a faite tout à l'heure, où il y a les 7 dernières questions de la colle. On va voir comment il se débrouille, Julien. Dis-nous, Julien, c'est quoi ton mot préféré? Ça, c'est vrai que c'est dur du coup. Je dirais plaisir, là, comme ça à chaud. Donc du coup, ça va être des réponses à chaud. Ah ouais, non, mais on va le prendre comme ça. Quel est le mot que tu détestes? Contrainte. Contrainte, ouais, ok. On sent un petit esprit de liberté qui souffle. Mais j'entends, tu vois, parce que c'est une des premières fois, une des rares fois où j'entends. Mais la thèse est un espace de liberté. Ah ouais, voilà, c'est un espace de plaisir sans nom en fait. Ok, donc tu vois, t'es au bon endroit parce que avec ta thèse là en gestion, ok. Alors, dans la liberté et dans le plaisir. Le son ou le bruit que tu aimes? La mer. Ouais, classique. Je suis désolé. Non. Mais là, c'est profondément vrai. Donc, puis, tu vois, la mer sur les côtes près de Boston. Voilà, tiens. Le son ou le bruit que tu détestes? Je sais pas, les grésillements comme ça, je sais pas. Les grésillements, les petits bruits, non, les petits bruits dont tu sais pas d'où ils viennent. Ok. Ton juron, pardon. Gros mot ou blasphème favori? Dans la langue que tu veux. Je suis pas très juron. Par contre, du coup, ce que j'apprends, c'est plutôt, j'apprends à être plutôt en mode silence. Ah. C'est-à-dire que je disparais, en fait. Donc, c'est plus juron, c'est je me barre, en fait. Ouais. Moi, je suis pas très, je suis désolé, je peux pas trop répondre à cette question. Moi, j'ai pas de juron comme ça, C'est-à-dire que tu coupes, quoi. Ouais, je coupe, je me barre, ou sinon je me mets en colère, mais j'ai pas de juron, en fait. Ou sinon, ça se voit dans mon visage qui, voilà, je sais pas. Ok. D'accord. La citation que tu aurais aimé avoir prononcée? Alors moi, je suis pas forcément jaloux des autres ou envieux des autres. Alors j'ai pas forcément des choses un truc qui te porte. Ah bah ça c'est là. Un truc qui porte. Alors là, des choses qui me portent. Là, très clairement, moi mais j'ai pas de citation comme ça. Mais un des auteurs qui m'avait beaucoup marqué, c'était Bachelard en fait. Oui. Et ça vient j'aimais cette ça vient ça vient très très loin, mais c'est une de mes premières lectures en fait où voilà, ça fait partie des lectures marquantes. Je sais, ça se trouve si je relisais du Bachelard maintenant, je trouverais mais que c'est chiant, ennuyeux et que faudrait vite que je passe à autre chose. Mais à l'époque, ça m'a marqué, ça m'a marqué et j'aime bien cette question, je sais pas, d'innovation. Je trouvais que c'est la manière d'écrire en fait, je la trouvais assez sympathique où j'apprenais pas mal et en même temps on était sur des sujets qui à première vue pouvaient sembler assez anodins mais qui sont quand même qui sont vachement importantes. Mais j'ai pas de citation comme ça en tête, mais je le cite de temps en temps comme ça, parce que ça tourne beaucoup autour de l'innovation et du temps. Comment inventer avec le temps? Tu vois, c'est son rapport au temps. Et je trouve que le rapport au temps est vachement important, en fait. Il y a un ouvrage en particulier que tu aurais à recommander? Là, non, aucun comme ça, parce que je m'en souviens plus, mais... Ok, bah écoute, c'est quoi, pendant que tu parlais, j'étais en train de regarder, je vous mettrai la fiche Wikipédia de Bachelard, et vous pourrez... de Gaston. Voilà, vous pourrez faire votre marché là-dedans. Dernière question. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Franchement, je sais pas. Si Dieu existe, qu'est-ce que j'aimerais que... Ça part du postulat que Dieu existe. Hein. Bon, ouais, donc déjà c'est un peu compliqué pour moi. Désolé. Bon, mais même si là non, franchement, j'ai aucune attente particulière. En fait, j'ai pas de calme plat quoi. Mais c'est bien, ça veut dire que tu fais tout ça pour toi. Ah ouais, en tout cas, je le fais sûrement pas pour Dieu, ça c'est sûr. Eh ben voilà, ce sera le mot de la fin.
Voilà. Merci beaucoup, Julien, de ce temps que tu nous as consacré. Tu as dit c'était en juin, c'est ça ta soutenance? C'est pas encore sûr. Là, vous n'effrayez pas mon directeur de thèse, il écoute. Mais c'est un préparatif. Ouais, dans l'année 2022, peut-être 2023, on sait pas. Non. 2023, c'est trop long. Ça sera juin ou septembre avec une préférence pour juin. D'accord. Voilà. Bon. Mais je maîtrise pas tout. Et puis il y a tout un process aussi, hein, donc ouais, c'est pour ça, ceux qui maîtrisent pas le sujet, enfin voilà, il y a plusieurs étapes à remplir, ça se fait pas comme ça, ça se décide pas comme ça, et il y avait avec des logiques de relecture, de relecture, c'est-à-dire que où chaque virgule est pesée, sous-pesée, contrebalancée, tout ce qu'on veut, donc c'est assez rock'n'roll comme process. Donc plein de bonnes choses pour cette année 2022 qui commence et puis on se retrouve Porte d'Asnières, on se retrouve à Orléans ou ailleurs. Et puis grand merci, hein, parce que c'était un vrai espace justement de liberté, comme tu as vu, c'est quelque chose auquel je tiens, avec une vraie justement liberté d'expression. Et puis on a discuté de plein de choses très différentes, donc c'était à la fois très intéressant et rigolo dans la formule. Donc c'est important. Quand je dis rigolo, pour moi c'est important, que c'est vraiment positif, c'est-à-dire qu'il faut prendre du plaisir avec le. Oui, c'est comme ça que je le prends. qu'on a ensemble, quoi. Ouais, voilà. Donc, parce que ouais, ça peut être mal fait, mais c'est pas du tout comme ça que moi c'est un compliment. Non, pour moi il y a du plaisir au savoir. Voilà. Exactement. Bye bye, Julien. Et bye bye. À bientôt. Ciao. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux, allez mettre 5 étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous à notre newsletter. Et dans tous les cas, à très bientôt pour un prochain épisode de La Colle. Et n'oubliez pas, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais.